Bonsoir à tous, bienvenue sur C8 pour cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Aujourd'hui, je poursuis la lecture du roman Elle et lui de George Sand. C'est un roman autobiographique sur la relation entre George Sand et Alfred de Musset. J'en étais au premier chapitre. Et voilà, je poursuis donc cette lecture et n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Merci. Palmer n'attendit pas une question que Laurent ne se fut pas volontiers décidé à lui faire. Il répondit que ce n'était pas la première fois qu'il venait en France. Qu'il avait connu Thérèse toute jeune chez ses parents. Il ne fut pas dit quels parents. Thérèse avait coutume de dire qu'elle n'avait jamais connu ni son père ni sa mère. Le passé de Mademoiselle Jacques était un mystère impénétrable pour les gens du monde qui allaient se faire peindre par elle et pour le petit nombre d'artistes qu'elle recevait en particulier. Elle était venue à Paris, on ne savait d'où, on ne savait quand, on ne savait pas avec qui. Elle était connue depuis 2 ou 3 ans seulement, elle portait un portrait qu'elle avait fait ayant été remarqué chez des gens de goût et signalé tout à coup comme une œuvre de maître. C'est ainsi que d'une clientèle et d'une existence pauvre et obscure, elle avait passé brusquement à une réputation de premier ordre et à une existence aisée. Mais elle n'avait rien changé à ses goûts tranquilles, à son amour de l'indépendance et à l'austérité enjouée de ses manières. Elle ne posait en rien et ne parlait jamais d'elle-même que pour dire ses opinions et ses sentiments avec beaucoup de franchise et de courage. Quant au fait de sa vie, elle avait une manière d'éluder les questions et de passer à côté qui la dispensait de répondre. Si on trouvait moyen d'insister, elle avait coutume de dire, après quelques mots vagues, « Il ne s'agit pas de moi. Je n'ai rien d'intéressant à raconter, et si j'ai eu des chagrins, je ne m'en souviens plus, n'ayant plus le temps d'y penser. Je suis très heureuse à présent puisque j'ai du travail et que j'aime le travail par-dessus tout. » C'est par hasard et à la suite de relations d'artiste à artiste dans la même partie que Laurent avait fait connaissance avec Mademoiselle Jacques. Lancé comme gentilhomme et comme artiste éminent dans un double monde, Monsieur de Fauvel avait, à 24 ans, l'expérience des faits que l'on n'a pas toujours à 40. Il s'en piquait et s'en affligeait tour à tour, mais il n'avait nullement l'expérience du cœur, qui ne s'acquiert pas dans le désordre. Grâce au scepticisme qu'il affichait, il avait donc commencé par décréter en lui-même que Thérèse devait avoir pour amant tous ceux qu'elle traitait d'amis. Et il lui avait fallu les entendre peu à peu, affirmer et prouver la pureté de leur relation avec elle pour arriver à la considérer comme une personne qui pouvait avoir eu des passions, mais non des commerces de galanterie. Dès lors, il s'était senti ardemment curieux de savoir la cause de cette anomalie. Une femme jeune, belle, intelligente, absolument libre et volontairement isolée. Il l'avait vue plus souvent, et peu à peu presque tous les jours. D'abord sous toutes sortes de prétextes, ensuite en se donnant pour un ami sans conséquence. Trop viveur pour avoir souci d'en compter à une femme sérieuse, mais trop idéaliste. En dépit de tout, pour n'avoir pas besoin d'affection et pour ne pas sentir le prix d'une amitié désintéressée. Au fond, c'était à la vérité dans le principe, mais l'amour s'était glissé dans le cœur du jeune homme et on a vu que Laurent se débattait contre l'invasion d'un sentiment qu'il voulait encore déguiser à Thérèse et à lui-même. D'autant plus qu'il éprouvait pour la première fois de sa vie. Mais enfin, dit-il, quand il eut promis à M. Palmer d'essayer son portrait, pourquoi diable tenez-vous tant à une chose qui ne sera peut-être pas bonne ? Quand vous connaissez Mademoiselle Jacques, qui ne vous refuse certainement pas d'en faire une, à coup sûr excellente. Elle me refuse, répondit Palmer avec beaucoup de candeur. Je ne sais pas pourquoi. J'ai promis à ma mère, qui a la faiblesse de me croire très beau, un portrait de maître. Et elle ne le trouvera jamais ressemblant s'il est trop réel. Voilà pourquoi je m'étais adressée à vous comme à un maître idéaliste.
Si vous me refusez, j'aurai le chagrin de ne pas faire plaisir à ma mère ou l'ennui de chercher encore. Ce ne sera pas long. Il y a tant de gens plus capables que moi. Je ne trouve pas. Mais à supposer que cela soit, il n'est pas dit qu'ils aient le temps tout de suite et je suis pressée d'envoyer le portrait. C'est pour l'anniversaire de ma naissance, dans 4 mois, et le transport durera environ 2 mois. C'est-à-dire, Laurent, ajouta Thérèse, qu'il vous faut faire ce portrait en 6 semaines tout au plus. Et comme je sais le temps qu'il vous faut, vous auriez à commencer demain. Allons, c'est entendu, c'est promis, n'est-ce pas? Monsieur Palmer tendit la main à Laurent en disant « Voilà le contrat passé. Je ne parle pas d'argent, c'est mademoiselle Jacques qui fait les conditions. Je ne m'en mêle pas. Quelle est votre heure demain ?» L'heure convenue, Palmer prit son chapeau. Et Laurent se crut forcé d'en faire autant, par respect pour Thérèse. Mais Palmer n'y fit aucune attention et sortit après avoir serré sans la baiser la main de mademoiselle Jacques. « Dois-je le suivre ?» dit Laurent. « Ce n'est pas nécessaire, répondit-elle. Toutes les personnes que je reçois le soir me connaissent bien. Seulement, vous vous en irez à 10 heures aujourd'hui, car dans ces derniers temps, je me suis oubliée à bavarder avec vous jusqu'à près de minuit. Et, comme je ne peux pas dormir passé 5 heures du matin, je me suis sentie très fatiguée. Et vous ne me mettiez pas à la porte ? Non, je n'y pensais pas. Si j'étais fade, j'en serais bien fière. Mais vous n'êtes pas fade, Dieu merci. Vous laissez cela à ceux qui sont bêtes. Voyons, malgré ce compliment, maître Laurent, j'ai à vous gronder. On dit que vous ne travaillez pas. Et c'est pour me forcer à travailler que vous m'avez mis la tête de Palmer comme un pistolet sur la gorge ? Eh bien, pourquoi pas ? Vous êtes bonne, Thérèse, je le sais, vous voulez me faire gagner ma vie malgré moi. Je ne me mêle pas de vos moyens d'existence. Je n'ai pas ce droit-là. Je n'ai pas le bonheur ou le malheur d'être votre mère, mais je suis votre sœur, en Apollon, comme dit notre classique Bernard, et il m'est impossible de ne pas m'affliger de vos excès de paresse. Mais qu'est-ce que cela peut vous faire ? S'écria Laurent avec un mélange de plaisir et de dépit que Thérèse sentit et qui l'engagea à répondre avec franchise. « Écoutez, mon cher Laurent, lui dit-elle, il faut que nous nous expliquions. J'ai beaucoup d'amitié pour vous. J'en suis très fière, mais si je sais pourquoi. Je ne suis même pas bon à faire un ami, Thérèse. Je ne crois pas plus à l'amitié qu'à l'amour entre une femme et un homme. Vous me l'avez déjà dit. Et cela m'est fort égal ce que vous ne croyez pas. Moi, je crois à ce que je sens. Et je sens pour vous de l'intérêt et de l'affection. Je suis comme cela. Je ne puis supporter auprès de moi un être quelconque sans m'attacher à lui et sans désirer qu'il soit heureux. J'ai l'habitude d'y faire mon possible sans me soucier qu'il m'en sache gré. Or, vous n'êtes pas un être quelconque, vous êtes un homme de génie, et qui plus est, j'espère, un homme de cœur. Un homme de cœur, moi ? Oui, si vous l'entendez comme l'entend le monde, je sais me battre en duel, payer mes dettes et défendre la femme à qui je donne le bras, quelle qu'elle soit. Mais si vous me croyez le cœur tendre, aimant, naïf... Je sais que vous avez la prétention d'être vieux, usé, corrompu. Ça ne me fait rien du tout, vos prétentions. C'est une mode bien portée à l'heure qu'il est. Chez vous, c'est une maladie réelle ou douloureuse, mais qui passera quand vous voudrez. Vous êtes un homme de cœur, précisément parce que vous souffrez du vide de votre cœur. Une femme viendra qui le remplira si elle s'y entend. Et si vous la laissez faire. Mais ceci est en dehors de mon sujet. C'est à l'artiste que je parle. L'homme n'est malheureux en vous que parce que l'artiste n'est pas content de lui-même. Eh bien, vous vous trompez, Thérèse, répondit Laurent avec vivacité. C'est le contraire de ce que vous dites. C'est l'homme qui souffre dans l'artiste et qui l'étouffe. Je ne sais que faire de moi, voyez-vous. L'ennui me tue. L'ennui de quoi, allez-vous me dire ? L'ennui de tout.
Je ne sais pas, comme vous, être attentif et calme pendant 6 heures de travail, faire un tour de jardin et jetant du pain aux moineaux, recommencer à travailler pendant 4 heures et ensuite sourire le soir à 2 ou 3 importuns, tels que moi, par exemple, en attendant l'heure du sommeil. Mon sommeil à moi est mauvais. Mes promenades sont agitées, mon travail est fiévreux, l'invention me trouble et me fait trembler. L'exécution, toujours trop lente à mon gré, me donne d'effroyables battements de cœur, et c'est en pleurant et en me retenant de crier que j'accouche d'une idée qui m'enivre, mais dont je suis mortellement honteux et dégoûté le lendemain matin. Si je la transforme, c'est pire, elle me quitte. Mieux vaut l'oublier et en attendre une autre. Mais cette autre m'arrive, si confuse et si énorme, que mon pauvre être ne peut pas la contenir. Elle m'oppresse et me torture jusqu'à ce qu'elle ait pris des proportions réalisables et que revienne l'autre souffrance, celle de l'enfantement. Une vraie souffrance physique que je ne peux pas définir. Et voilà comment ma vie se passe quand je me laisse dominer par ce géant artiste qui est en moi et dont le pauvre homme qui vous parle arrache une à une, par le forceps de sa volonté, de maigres souris à demi mortes. Donc, Thérèse, il vaut bien mieux que je vive comme j'ai imaginé de vivre, que je fasse des excès de toutes sortes et que je tue ce ver rongeur que mes pareils appellent modestement leur inspiration. Et que j'appelle tout bonnement mon infirmité. Alors c'est décidé, c'est arrêté, dit Thérèse en souriant, vous travaillez au suicide de votre intelligence. Eh bien, je n'en crois pas un mot. Si on vous proposait d'être demain le prince ou le comte, avec les millions de l'un et les beaux chevaux de l'autre, vous diriez, en parlant de votre pauvre palette si méprisée, « Rendez-moi ma mie ». Ma palette méprisée, vous ne comprenez pas, Thérèse. C'est un instrument de gloire. Je sais bien. Et ce que l'on appelle la gloire, c'est une estime accordée au talent, plus pure et plus exquise que celle que l'on accorde au titre et à la fortune. Donc c'est un très grand avantage et un très grand plaisir pour moi de me dire « Je ne suis qu'un petit gentilhomme sans avoir et mes pareils qui ne veulent pas déroger mènent une vie de garde forestier et ont, pour bonne fortune, des ramasseuses de bois morts qui payent en fagot. Moi, j'ai dérogé. J'ai pris un état et il se trouve qu'à 24 ans, quand je passe sur un petit cheval de manège au milieu des premiers riches et des premiers beaux de Paris, monté sur des chevaux de 10 000 francs, s'il y a parmi les badauds assis aux Champs-Élysées un homme de goût, une femme d'esprit, c'est moi qui suis regardée et nommée, et non pas les autres. Vous riez? Vous trouvez que je suis très vain? Non, mais très enfant. Dieu merci. Vous ne vous tuerez pas. Mais je ne veux pas du tout me tuer, moi. Je m'aime autant qu'un autre, je m'aime de tout mon cœur, je vous jure. Mais je dis que ma palette, instrument de ma gloire, est l'instrument de mon supplice, puisque je ne sais pas travailler sans souffrir. Alors je cherche dans le désordre, non pas la mort de mon corps ou de mon esprit, mais l'usure et l'apaisement de mes nerfs. Voilà tout, Thérèse. Qu'y a-t-il donc là qui ne soit raisonnable? Je ne travaille un peu proprement que quand je tombe de fatigue. C'est vrai, dit Thérèse, je l'ai remarqué. Et je m'en étonne comme d'une anomalie. Mais je crains bien que cette manière de produire ne vous tue. Et je ne peux pas me figurer qu'il en puisse arriver autrement. Attendez, répondez à une question. Avez-vous commencé la vie par le travail et l'abstinence? Et avez-vous senti alors la nécessité de vous étourdir pour vous reposer? Non, c'est le contraire. Je suis sortie du collège aimant la peinture, mais ne croyant pas être jamais forcée de peindre, je me croyais riche. Mon père est mort ne laissant rien qu'une 30aine de 1000 francs quand je me suis dépêchée de dévorer, afin d'avoir au moins dans ma vie une année de bien-être. Quand je me suis vue à sec, j'ai pris le pinceau, j'ai été éreintée
et portée au nu, ce qui de nos jours constitue le plus grand succès possible. Et à présent, je me donne, pendant quelques mois ou quelques semaines, du luxe et du plaisir tant que l'argent dure. Quand il n'y a plus rien, c'est pour le mieux, puisque je suis également au bout de mes forces et de mes désirs. Alors je reprends le travail avec rage, douleur et transport, et le travail accompli, le loisir et la prodigalité recommencent. Et il y a longtemps que vous menez cette vie-là ? Il ne peut pas y avoir longtemps à mon âge. Il y a 3 ans. Ah. Mais c'est beaucoup pour votre âge, justement. Puis vous avez mal commencé, vous avez mis le feu à vos esprits vitaux avant qu'ils eussent pris leur essor. Vous avez bu du vinaigre pour vous empêcher de grandir. Votre tête a grossi, quand même. Et le génie s'y est développé malgré tout, mais peut-être bien votre cœur s'est-il atrophié. Peut-être ne serez-vous jamais ni un homme, ni un artiste complet. Ces paroles de Thérèse, dites avec une tristesse tranquille, irritèrent Laurent. Ainsi, reprit-il en se levant, vous me méprisez. Non, répondit-elle en lui tendant la main. Je vous plains. Et Laurent vit 2 grosses larmes couler lentement sur les joues de Thérèse. Ces larmes amenèrent en lui une réaction violente. Un déluge de pleurs inonda son visage et, se jetant aux genoux de Thérèse, non pas comme un amant qui se déclare, mais comme un enfant qui se confesse. « Ma pauvre chère amie », s'écria-t-il en lui prenant les mains, « vous avez raison de me plaindre, car j'en ai besoin. Je suis malheureux, voyez-vous, si malheureux que j'ai honte de le dire. Ce je ne sais quoi que j'ai dans la poitrine, à la place du cœur, crie sans cesse après je ne sais quoi, et moi, je ne sais que lui donner pour l'apaiser. J'aime Dieu, et je ne crois pas en lui. J'aime toutes les femmes, et je les méprise toutes. Je peux vous dire cela, vous qui êtes mon camarade et mon ami. Je me surprends parfois prêt à idolâtrer une courtisane, tandis qu'auprès d'un ange, je serais peut-être plus froid qu'un marbre. Tout est dérangé dans mes notions. Tout est peut-être dévié dans mes instincts. Si je vous disais que je ne trouve déjà plus d'idées riantes dans le vin. Ouais, j'ai l'ivresse triste, à ce qui paraît. Et on m'a dit qu'avant-hier, dans cette débauche à Montmorency, j'avais déclamé des choses tragiques avec une emphase aussi effrayante que ridicule. Que voulez-vous donc que je devienne, Thérèse, si vous n'avez pas pitié de moi ? Certes, j'ai pitié, mon pauvre enfant, dit Thérèse en lui essuyant les yeux avec son mouchoir. Mais à quoi cela peut-il servir ? Si vous m'aimiez, Thérèse, ne me retirez pas vos mains. Est-ce que vous ne m'avez pas permis d'être pour vous une espèce d'amie ? Je vous ai dit que je vous aimais. Vous avez répondu que vous ne pouviez croire en l'amitié d'une femme. Je croirais peut-être à la vôtre. Vous devez avoir le cœur d'un homme, puisque vous en avez la force et le talent. Rendez-la moi. Je ne voulais pas ôter. Et je veux bien essayer d'être un homme pour vous, répondit-elle. Mais je ne saurais pas trop m'y prendre. L'amitié d'un homme doit avoir plus de rudesse et d'autorité que je ne me crois capable d'en avoir. Malgré moi, je vous plaindrai plus que je ne vous gronderai. Et vous voyez déjà, je m'étais promis de vous humilier aujourd'hui, de vous mettre en colère contre moi et contre vous-même. Au lieu de cela, me voilà pleurant, avec vous, ce qui n'avance à rien. Si fait, s'écria Laurent. Ces larmes sont bonnes, elles ont arrosé la place desséchée, peut-être que mon cœur y repoussera. Thérèse, vous m'avez déjà dit une fois que je me vantais devant vous de ce dont je devais rougir, que j'étais un mur de prison. Vous n'avez oublié qu'une chose, c'est qu'il y a derrière ce mur un prisonnier. Si je pouvais ouvrir la porte, vous le verriez bien. Mais la porte est close. Le mur est d'airain, et ma volonté, ma foi, mon expansion, ma parole même ne peuvent le traverser. Faudra-t-il donc que je vive et meure ainsi ? De quoi me servira, je vous le demande, d'avoir barbouillé de peintures fantasques les murs de mon cachot, si le mot « aimer » ne se trouve écrit nulle part ? Si je vous comprends bien, dit Thérèse rêveuse,
Vous pensez que votre œuvre a besoin d'être échauffée par le sentiment. Ne le pensez-vous pas aussi? N'est-ce pas là ce que me disent tous vos reproches? Pas précisément. Il n'y a que trop de feu dans votre exécution. La critique vous le reproche. Moi, j'ai toujours traité avec respect cette exubérance de jeunesse qui fait les grands artistes et dont les beautés empêchent quiconque a de l'enthousiasme d'éplucher les défauts. Loin de trouver votre travail froid et empathique, je le sens brûlant et passionné. Mais je cherchais où était en vous le siège de cette passion. Je le vois maintenant, ajouta-t-elle. Il est dans le désir de l'âme. Oui, certainement, toujours rêveuse, comme si elle cherchait à percer les voiles de sa propre pensée. Le désir peut être une passion. Eh bien, à quoi songez-vous? Dit Laurent en suivant son regard absorbé. Je me demande si je dois faire la guerre à cette puissance qui est en vous, et si en vous persuadant d'être heureux et calme, on ne vous ôterait pas le feu sacré. Pourtant, je m'imagine que l'aspiration ne peut pas être pour l'esprit une situation durable et que, quand elle s'est vivement exprimée pendant sa période de fièvre, elle doit ou tomber d'elle-même ou nous briser. Qu'en dites-vous? Chaque âge n'a-t-il pas sa force et sa manifestation particulière? Ce que l'on appelle les diverses manières d'émettre, n'est-ce pas l'expression des successives transformations de leur être? À 30 ans, vous sera-t-il possible d'avoir aspiré à tout sans rien étreindre? Ne vous sera-t-il pas imposé d'avoir une certitude sur un point quelconque? Vous êtes dans l'âge de la fantaisie. Mais bientôt viendra celui de la lumière. Ne voulez-vous pas faire de progrès? Dépend-il de moi d'en faire? Oui, si vous ne travaillez pas à déranger l'équilibre de vos facultés, vous ne me persuaderez pas que l'épuisement soit le remède de la fièvre. Il n'en est que le résultat fatal. Alors, quel fébrifuge me proposez-vous? Je ne sais. Le mariage, peut-être? Horreur! S'écria Laurent en éclatant de rire. Et il ajouta en riant toujours, et sans trop savoir pourquoi, lui venait ce correctif. À moins que ce ne soit avec vous, Thérèse. Et c'est une idée, cela? Charmante, répondit-elle, mais tout à fait impossible. La réponse de Thérèse frappa Laurent par sa tranquillité sans appel. Et ce qu'il venait de dire par manière de saillie lui parut tout à coup un rêve enterré, comme s'il eût pris place dans son esprit. Ce puissant et malheureux esprit était ainsi fait que pour désirer quelque chose, il lui suffisait du mot « impossible ». Et c'est justement ce mot-là que Thérèse venait de dire. Aussitôt, ses velléités d'amour pour elle lui revinrent, et en même temps ses soupçons, sa jalousie et sa colère. Jusque-là, ce charme d'amitié l'avait bercé et comme enivré. Il devint tout à coup amer et glacé. « Ah oui, au fait, dit-il en prenant son chapeau pour s'en aller, voilà le mot de ma vie qui revient à propos de tout, au bout d'une plaisanterie comme au bout de toute chose sérieuse. Impossible. Vous ne reconnaissez pas cet ennemi-là, Thérèse. Vous aimez tout tranquillement. Vous avez un amant ou un ami qui n'est pas jaloux, parce qu'il vous connaît froide et raisonnable. Ça me fait penser que l'heure avance et que vos 37 cousins sont peut-être là dehors qui attendent ma sortie. Qu'est-ce que vous dites donc? Lui demanda Thérèse stupéfaite. Quelles idées vous viennent? Avez-vous des excès de folie? Quelquefois, répondit-il en s'en allant. Il faut me les pardonner. Chapitre 2. Le lendemain, Thérèse reçut de Laurent la lettre suivante. Ma bonne et chère amie, comment vous ai-je quitté hier? Si je vous ai dit quelque énormité, oubliez-la. Je n'en ai pas eu conscience. J'ai eu un éblouissement qui ne s'est pas dissipé dehors, car je me suis trouvée à ma porte en voiture sans pouvoir me rappeler comment j'y étais montée.
Cela m'arrive bien souvent, mon ami, que ma bouche dise une parole, que mon cerveau en dit une autre. Plaignez-moi et pardonnez-moi, je suis malade, et vous aviez raison, la vie que je mène est détestable. De quel droit vous ferai-je des questions? Rendez-moi cette justice que, depuis 3 mois, que vous me recevez intimement, c'est la première que je vous adresse. Que m'importe que vous soyez fiancée, mariée ou veuve. Vous voulez que personne ne le sache? Ai-je cherché à le savoir? Vous ai-je demandé? Ah, tenez, Thérèse, il y a encore ce matin du désordre dans ma tête et pourtant je sens que je mens. Et je ne veux pas mentir avec vous. J'ai eu vendredi soir mon premier accès de curiosité à votre égard. Celui d'hier était déjà le second, mais ce sera le dernier, je vous jure. Et pour qu'il n'en soit plus jamais question, je veux me confesser de tout. J'ai donc été, l'autre jour, à votre porte, c'est-à-dire à la grille de votre jardin. J'ai regardé, je n'ai rien vu. J'ai écouté, j'ai entendu. Eh bien, que vous importe? Je ne sais pas son nom, je n'ai pas vu sa figure, mais je sais que vous êtes ma sœur, ma confidente, ma consolation, mon soutien. Je sais qu'hier, je pleurais à vos pieds et que vous avez essuyé mes yeux avec votre mouchoir en disant « Que faire? Que faire, mon pauvre enfant ?» Je sais que sage, laborieuse, tranquille, respectée, puisque vous êtes libre, aimée, puisque vous êtes heureuse, vous trouvez le temps et la charité de me plaindre, de savoir que j'existe et de vouloir me faire mieux exister. Bonne Thérèse, qui ne vous bénirait serait un ingrat. Et tout misérable que je suis, je ne connais pas l'ingratitude. Quand voulez-vous me recevoir, Thérèse? Il me semble que je vous ai offensée. Il ne me manquerait plus que cela. Irai-je ce soir chez vous? Si vous dites non, oh ma foi, j'irai au diable. Laurent reçut par le retour de son domestique la réponse de Thérèse. Elle était courte. Venez ce soir. Laurent n'était ni roué, ni fat, bien qu'il méditât ou fût tenté souvent d'être l'un et l'autre. C'était, on l'a vu, un être plein de contrastes et que nous décrivons sans l'expliquer, ce ne serait pas possible, certains caractères échappent à l'analyse logique. La réponse de Thérèse le fit trembler comme un enfant. Jamais elle ne lui avait écrit sur ce ton. Était-ce son congé motivé qu'elle lui ordonnait de venir chercher? Était-ce un rendez-vous d'amour qu'elle l'appelait? Ces 3 mots secs ou brûlants avaient-ils été dictés par l'indignation ou par le délire? Monsieur Palmer arriva. Et Laurent, dut tout agité et tout préoccupé, commencer son portrait. Il s'était promis de l'interroger avec une habileté consommée et de lui arracher tous les secrets de Thérèse. Il ne trouva pas un mot pour entrer en matière. Et comme l'Américain imposait en conscience, immobile et muet comme une statue, la séance se passa presque sans desserrer les lèvres, de part ni d'autre. Laurent put donc se calmer assez pour étudier la physionomie placide et dure de cet étranger. Il était d'une beauté accomplie et qui, au premier abord, lui donnait l'air inanimé, propre aux figures régulières. En l'examinant mieux, on découvrait de la finesse dans son sourire et du feu dans son regard. En même temps que Laurent faisait ses observations, il étudiait l'âge de son modèle. Et c'est là-dessus que nous allons arrêter cette lecture pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Et voilà, je vous souhaite une très bonne nuit ou une très bonne journée et à bientôt.